Bonsoir à tous. Euh, Beaucoup des constats et analyses que je vais faire ce soir sont issus des échanges que nous avons menés à l'espace éthique dans le cadre de l'Observatoire Covid-19 éthique et société, donc avec les acteurs de terrain. Euh, en ce qui me concerne, j'ai co-animé avec mon collègue Patrice Dubosc le groupe de réflexion précarité, personnes migrantes et sans-abri. Voilà, donc je m'appuierai beaucoup sur ce qui a pu se dire au sein de ce groupe de réflexion. Euh, Quand on parle des personnes en grande précarité, ça recouvre évidemment une multitude de profils et de situations. On peut penser par exemple à une personne exilée sans papier qui loge dans un foyer de travailleurs et puis qui exerce le métier de brancardier ou de livreur par exemple. Euh, on peut penser aux détenus en prison, consommateurs d'héroïne, qui se retrouvent en état de manque pendant le confinement, sans qu'une substitution médicamenteuse n'ait pu être anticipée pour lui. On peut penser encore à la personne SDF qui, du jour au lendemain, se retrouve hébergée en hôtel avec trois repas chauds par jour et puis qui, du jour au lendemain, toujours se retrouve remis à la rue à l'occasion du déconfinement. Euh, on peut penser à l'étudiant qui a perdu son job et puis qui se retrouve psychiquement désorganisé et sans ressources, etc. etc. Voilà, donc une multitude de profils et de situations et on peut se demander finalement ce qu'il y a réellement de commun entre toutes ces personnes, tous ces profils. Alors, pour répondre à la première question, donc ce qui m'a probablement le plus interpellée, c'est le fait que les, les- les stratégies de santé publique mises en place, alors je pense au confinement généralisé en mars, aux recommandations de distanciation physique, etc. euh, Ces mesures avaient notamment pour finalité de protéger les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes ayant une maladie chronique, mais tout en cherchant à protéger ces personnes vulnérables, ces mesures ont en même temps induit d'autres vulnérabilités. Euh, Autrement dit, ces mesures prises au nom de la protection des plus vulnérables, au nom de leur sécurité, ont en même temps créé des dommages collatéraux, ont en même temps mis en insécurité d'autres catégories de populations vulnérables. Donc je pense ici aux lieux de distribution alimentaire, aux lieux d'accueil, qui ont été obligés de fermer au moment du confinement, faute de bénévoles, faute de matériel de protection. Je pense aussi aux personnes hébergées dans des gymnases qui ont été vraisemblablement contaminées au sein même de ces lieux de confinement qui étaient pourtant censés les protéger. Et à ce propos, une étude récente menée par Médecins sans frontières révèle d'ailleurs que parmi ces personnes euh, qui ont transité par ces gymnases, 75% ont été testés positifs au coronavirus. Voilà, donc j'ai été comme beaucoup interpellée par ces interventions consistant à amasser des personnes dans des lieux qui en réalité, en raison d'une promiscuité importante, eh bien, augmentaient considérablement le risque de contamination. Concernant cette politique de mise à l'abri, il ne faut pas oublier qu'elle concerne beaucoup des personnes qui ont été évacuées de leur campement sans qu'on leur demande leur avis. Ces mesures qui les concernent, hein, pourtant, ont été décidées à leur place, comme si ces personnes n'étaient pas capables finalement de définir elles-mêmes leurs préférences et leurs besoins. Euh, c'est ce qui m'amène au second point, parce que finalement, ici, dans ce que je suis en train de dire, on retrouve le dilemme qui oppose principe de sécurité et principe d'autonomie. Donc, d'un côté, l'exigence de sécurité, de protection, versus de l'autre côté, la valeur autonomie, liberté ou autodétermination. Et ce dilemme, donc sécurité, autonomie, il traverse aujourd'hui presque toutes les prises de décision autour du Covid. Et puis ce dilemme concerne tout le monde. C'est finalement une grille de lecture de presque tous nos questionnements actuels, presque tous nos arbitrages intimes. Donc par exemple, hein, tout bêtement, dois-je aller rendre visite à ma grand-mère qui a exprimé l'envie de me voir en toute conscience des risques, hein, ou bien dois-je lui refuser cette visite au nom de la valeur sécurité pour la protéger.
Voilà, et donc dans la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, j'aimerais donner deux exemples où on retrouve en filigrane ce dilemme. Alors dans certains hôtels sociaux, par exemple, pendant le confinement, des règles particulièrement contraignantes de sortie ont pu être imposées à certains endroits aux résidents de ces hôtels, avec des interdictions de sortie à certains créneaux horaires, etc. Et ces règles très strictes, elles ont été imposées donc au nom de leur sécurité. Et ce qui est problématique ici, c'est essentiellement que ces règles de sortie aient été imposées sans concertation avec les personnes concernées. Alors, autre exemple rapidement qui suit la même logique, dans certains lieux d'accueil, toujours pendant le confinement, on nous a rapporté que les professionnels pouvaient parfois décider, juger à la place des personnes si leurs motifs de sortie étaient des bons motifs, étaient ou non légitimes. Et donc de leur délivrer une attestation uniquement si le motif qu'ils avançaient leur apparaissait légitime. Donc voilà, donc dans ces deux exemples, finalement, on agit au nom de la sécurité des personnes pour les protéger, mais on ne tient pas compte de leurs préférences et de leur capacité à s'autodéterminer. Alors, ces derniers mois, on peut dire qu'en France, c'est quand même surtout le principe de sécurité qui a primé. C'est ce principe qui a presque toujours guidé les décisions. Et dans ces processus décisionnels, l'idée que l'autre détient une expertise, une responsabilité, une capacité à s'autodéterminer a pu, à certains endroits, être négligée, voire totalement oubliée. Et si on reprend ce que je mentionnais juste avant, donc concernant le taux de contamination extrêmement élevé dans les gymnases notamment, on voit ici que même ce principe de sécurité, en réalité, n'a pas été respecté pour ces personnes. C'est-à-dire que la question est quelles sont les vies que nous avons cherché à protéger finalement. On peut se demander si finalement l'intention qui a motivé la décision de confiner ces personnes dans des gymnases n'était pas plutôt de sécuriser la population vis-à-vis de ces personnes perçues comme des menaces, des vecteurs potentiels de contamination. Donc sécuriser la population, donc, mais certainement pas sécuriser et protéger ces personnes-là. Alors, en fin de compte, évidemment, en pratique, arbitrer face à ce dilemme sécurité-liberté n'est jamais une chose simple. euh, Parce que si on accorde trop d'importance au principe de sécurité, on risque de mettre à mal l'autonomie, de tomber dans l'infantilisation. Je pense qu'on peut dire que les exemples d'infantilisation n'ont pas manqué ces derniers mois. À l'inverse, si on met trop l'accent sur le principe de liberté au détriment du principe de sécurité, autrement dit, si le principe de liberté n'est pas suffisamment pondéré, mis en balance par le principe de sécurité et de protection de la population, eh bien, on risque de virer vers un État qui se désengage de sa responsabilité, de son devoir de protection vis-à-vis de la population. C'est-à-dire, c'est l'idée, si quelqu'un tombe malade, finalement, c'est son problème. Autrement dit, chacun arbitre pour lui-même du degré de risque qu'il décide de prendre. Voilà, alors pour éviter de tomber dans ces deux extrêmes et trouver un juste milieu, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin déjà de plus de concertation et de débat public. Et voilà, c'est justement parce que ce dilemme est aussi compliqué que sa résolution n'a rien d'évident. C'est justement pour ça que la concertation paraît comme absolument essentielle et que même dans l'urgence, on a besoin de prendre en considération toutes les expertises, de faire se croiser, se confronter toutes les compétences. Alors j'en viens maintenant au dernier point, donc en termes de préconisation et de leçons à tirer de ces derniers mois. Le travail de réflexion qu'on a mené auprès des acteurs de terrain à l'espace éthique a fait apparaître justement que ce qui a cruellement manqué, c'était cette concertation, cette coopération, cette consultation. Alors quelques mots sur ce point, j'aurais pas le temps de détailler beaucoup, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les questions. Donc il y a eu un manque de concertation à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire entre les autorités et puis les différentes structures d'accueil, de soins et d'accompagnement, mais également un manque de concertation et d'échange entre les structures elles-mêmes et entre les acteurs de terrain. Et à ce propos, il apparaît vraiment absolument nécessaire de créer, pour les équipes de professionnels et de bénévoles, de créer davantage d'espaces de discussion, de créer les conditions pour que ces espaces et ces temps de discussion puissent exister, et je dirais même et surtout dans l'urgence. Et enfin, dernier point, donc il y a pu y avoir également un défaut de concertation entre les personnes accompagnées et les différentes structures. Donc on l'a évoqué déjà tout à l'heure, hein, il y a eu des structures d'hébergement où le point de vue des résidents n'était pas toujours pris en compte lors des prises de décision les concernant. Alors en conclusion, je voudrais juste terminer par deux petites remarques.
Il me semble qu'il serait bénéfique de reconnaître davantage les capacités, les ressources des personnes accompagnées et de pas uniquement les considérer sous l'angle de leur fragilité et de leur dépendance. Et précisément, quand on se fait les porte-parole des personnes en grande précarité, quand on cherche précisément à les sécuriser, à les protéger, il y a toujours le risque que nos discours ou que nos actions les privent de leur autonomie. Alors à ce propos, dans l'enquête nationale que nous avons menée à l'espace éthique, une animatrice d'ATD Quart Monde déclare que, donc je la cite, hein, les meilleures informations nous viennent de l'implication d'une personne accompagnée en tant que bénévole elle-même dans des structures d'accueil et de soutien aux SDF. Voilà, donc ce qui témoigne bien du fait que mobiliser les ressources des personnes concernées ne devrait pas relever de l'optionnel, mais qu'il s'agit bien plutôt là d'une nécessité, tant d'un point de vue pragmatique que d'un point de vue éthique. Voilà, et pour finir, toute dernière remarque, il me semble qu'il serait intéressant d'interroger la formulation même de ce dilemme sécurité versus liberté. Et déjà d'interroger cette valeur même de sécurité, c'est-à-dire de quoi parle-t-on au fond lorsqu'on parle de sécurité. Est-ce qu'on parle de la mise à l'abri vis-à-vis du virus et du risque de contamination? Est-ce qu'on parle de sécurité physique ou de sécurité psychique? C'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'on cherche à protéger? La vie physique, biologique uniquement, celle que l'on peut quantifier, ou bien la vie dans un sens plus large, la vie sociale, la vie biographique, c'est-à-dire celle que l'on peut qualifier. Et puis, quelles sont les vies que nous avons cherché, que nous cherchons à protéger? Est-ce qu'au fond, on n'a pas cherché à sécuriser certaines vies au détriment d'autres, en sacrifiant d'autres? Et, euh, et est-ce qu'au fond, une stratégie de santé publique peut prétendre sécuriser, protéger tout le monde? Euh, voilà, et concernant le concept de liberté, est-ce que exercer sa liberté ici, c'est nécessairement prendre des risques, c'est-à-dire aller à l'encontre du principe de sécurité? Parce que cette liberté, cette capacité d'autodétermination, elle peut finalement tout à fait aussi s'exprimer dans une volonté de sécurité, dans une volonté d'être protégé. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la liberté de prendre des risques, mais la liberté au sens d'avoir le choix, c'est-à-dire avoir le choix de prendre des risques ou pas. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anne-Caroline pour cette première intervention qui pose le cadre un peu de la discussion. Bon, pour le moment, vous ne posez pas de questions. Je voudrais juste retenir un point fort, enfin, parmi les nombreux autres points que tu as évoqués dans ton intervention, c'est la sécurité, ta dernière remarque sur la sécurité physique ou la sécurité psychique. Je pense que cette idée de sécurité, elle est au cœur même de l'idée même de précarité, dont on sait qu'elle a fait l'objet de définitions, notamment par le père Brzezinski dans les années 80, qui la définissait précisément comme une insécurité liée à la perte de l'emploi ou à l'absence d'emploi notamment. Je n'ai pas la citation exacte, on pourra y revenir. Mais on peut aussi parler de l'insécurité psychique pour définir la précarité. Donc je trouvais intéressant de revenir sur ce point-là, mais il y en avait beaucoup d'autres.